Hello, bonjour à toutes et à tous, bon réveil. Je me doute que pour certains c'est peut-être un peu matinal, mais forcément on est réveillé un peu tôt, même si c'est le week-end, puisque évidemment c'est la première course du week-end. Ça reprend enfin, on y est. Voilà, dans 15 minutes, dans même 13 minutes, on va avoir le départ du tour de formation. Salut aux gens déjà présents dans le chat. On va avoir le tour de formation de la première course de Formule 3. Donc on rappelle, ce n'est pas exactement l'ordre exact des qualifications d'hier, puisqu'on prend le top 12 inversé. Il s'agit de la course sprint qui offre évidemment moins de points, vu que c'est une course à grille inversée. On aura 10 points pour le vainqueur, puis 9 pour le deuxième, puis 8, 7, 6, etc. Jusqu'à la 10e place. Donc ouais, on y est, c'est enfin vraiment la reprise et on attend ça depuis tellement longtemps et déjà les qualifications ont montré que on allait avoir une saison de folle, à la fois en Formule 3 et en Formule 2. On va s'apesantir un peu plus sur sur la qualif de F3, mais puisque c'est incroyable de voir déjà les rookies performer d'entrée de jeu et c'était peut-être pas les rookies qu'on attendait le plus. On attendait sûrement Dino Beganovic, Paul Aron, les champions et troisièmes de Freka, vu qu'ils étaient chez Premac, qui est censé être la meilleure équipe. Mais voilà, les deux rookies qui ont impressionné, c'est Gabriel Emini pour Hightech, un peu sur la lancée d'Isaac Hadjar de l'an dernier. Gabriel Emini qui a signé donc la première pole position, qui partira certes 12e à cause de la grille inversée aujourd'hui, ce matin. Et Gabriel Bortoleto, que je sentais bien hein, depuis le début chez Trident. On sentait qu'il était très à l'aise dans cette voiture. Et donc Gabriel Bortoleto qui a fait deuxième de cette qualif. On va un peu on va voir la grille de départ justement de cette course sprint. Euh, alors on a Franco Colapinto qui partira de la pole position. Franco Colapinto qui était originellement 13e. On s'était quitté, on avait dit que Colapinto avait manqué justement la pole pour la grille inversée pour quelques millièmes. Donc il était 13e originellement, mais il a été remonté à la 12e place car un autre favori au titre, et pas des moindres, Zach O'Sullivan, a vu son tour annulé vraiment 2-3 minutes après la fin de la session. Et du coup, Zach O'Sullivan partira très très loin pour les deux courses du week-end. Il partira seulement 18e. C'était pas le début de saison espéré hein, pour Zach O'Sullivan. Je pense on est assez d'accord là-dessus. Zach O'Sullivan, évidemment, qui est le favori au titre. Il est le seul redoublant chez Prema, donc forcément, ça fait de lui le candidat au titre principal, mais il ne partira que 18e. Attention, en F3, il y a 10 manches. Alors certes, la saison est encore longue, on est qu'au tout début, mais attention à ne pas prendre un handicap mathématique déjà décisif, donc il va falloir espérer que ses rivaux ne marquent pas trop de points pour lui. Donc Franco Colapinto partira de la pole position. Pepe Marti partira deuxième. Il avait originellement la pole pour la grille inversée avec sa 12e place, mais à cause de la pénalité d'O'Sullivan, il est monté 11e de la qualif et donc partira deuxième. Ouais, c'est un peu compliqué, mais vous allez vous y faire, vous inquiétez pas. Ensuite, on aura Caio Colette, Paul Aron, donc le premier rookie en fait de cette grille inversée. Dino Beganovic, Leonardo Fornaroli, Kylen Frederick, Hugh Barter, impressionnant Hugh Barter pour Campos qui avait fait 5e du coup de la séance de qualification hier. Ensuite, on a Oliver Goethe, Grégoire Saucy et donc Gabriel Bortoleto et Gabriel Emini qui partiront en première ligne pour la course principale de demain. Ce qui va être intéressant, surtout l'enjeu principal de cette course, à la fois en F3, à la fois en F2, c'est surtout de voir quelle sera la dégradation des pneus. Ça a été le grand sujet pendant les essais de pré-saison, même pendant les qualifications. A priori, des pilotes se sont plaints que justement, à la fin de leur deuxième tour lancé, les pneus étaient déjà foutus. Donc il va falloir bien gérer les pneus. Et c'est là où les rookies pourraient avoir du mal, justement. Il y a des pilotes redoublants qui ont déjà roulé sur ce circuit à Bahreïn, qui ont déjà marqué des points, même marqué un podium pour Grégoire Saucy. Grégoire Saucy avait été sur le podium de la course principale l'an dernier. Donc évidemment, les redoublants auront un avantage. Maintenant, on a vu que les rookies pouvaient s'adapter très rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'essais hein, quand même en Formule 3, en Formule 2, il n'y a que 3 jours d'essais. Donc ça va quand même être un certain challenge pour certains, notamment je pense pour un pilote comme Hugh Barter qui vient de la F4, qui n'a pas eu à apprendre toute la gestion de course qu'il y a en Freca, donc ça risque d'être un désavantage par rapport à d'autres rookies encore.
Mais donc voilà, donc on a donc le top 10 qui marquera des points. Et clairement, pour Franco Colapinto, c'est la course il doit la gagner. Il part de la pole, il doit la gagner. Il y a pas d'excuse à chercher en fait, puisque malheureusement, c'est un favori, c'est un candidat au titre déclaré en raison de son expérience, en raison de ses résultats de l'an passé évidemment. Normalement, il doit jouer le titre, même si son équipe n'est peut-être pas la meilleure. Il doit jouer au moins devant. Et c'est clair que là, partir en pole pour la grille inversée, il doit frapper fort d'entrée, montrer que même s'il a peut-être pas la voiture la plus rapide intrinsèquement, en course, normalement, c'est là où il est le plus fort avec, enfin voilà, son intelligence de course, il a réussi à développer en endurance. Oui, ah, non mais alors c'est vrai, Valkyria dans le chat, en F3 en théorie c'est pas axé gestion des pneus, c'est plus en F2, mais justement même en F3 c'était le cas, et c'est ça qui a surpris, surpris les pilotes pendant les essais de pré-saison la semaine dernière et pendant la course. Donc ça va quand même être un challenge, et peut-être que même les redoublants en fait ne sont peut-être pas habitués à bien gérer les pneus. On se souvient aussi que l'an passé, Franco Colapinto avait fait la pole pour la course principale. Donc il est déjà parti de la pole position à Bahreïn. Ça s'était bien passé pour lui au départ. Il avait mené la première moitié de la course, mais bah, après 13 tours, bah, les pneus, c'était compliqué. Puisque enfin, voilà, c'était sa deuxième course de F3 techniquement. Et donc c'était compliqué. Victor Martins l'a bouffé très rapidement. Puis même Arthur Leclerc l'a doublé. Et ensuite, Colapinto a même fini cinquième à cause d'une pénalité pour track limits. Donc voilà, Franco Colapinto, il y a quand même un sacré avantage. Il sait ce que c'est de partir en pole à Bahreïn, il sait ce que c'est de perdre trop rapidement ses pneus sur ce circuit très abrasif. Hein. Là, il est 13h si je dis pas de bêtises à Bahreïn, donc c'est vraiment le soleil est à son zénith, ça va être le moment où la piste est presque la plus chaude. Donc ça va quand même être un vrai challenge, je pense. Après voilà, les essais de pré-saison étaient là pour ça normalement, euh, pour, euh, pour justement tester ces rythmes de course dans des conditions très abrasives. Et dans les rythmes de course, alors les rythmes de course des pilotes de F1 ont été un peu moins étudiés qu'en Formule 2. Les spécialistes préfèrent plus s'intéresser à la Formule 2 qu'à la Formule 3, je peux comprendre, mais a priori, Colapinto avait l'air d'être bon sur les rythmes de course, et on a vu en fait à peu près la même hiérarchie qu'on a vu en qualification. On a vu Bortoleto, Gabriel Emini, Pepe Marti, Grégoire Saucy. Ces cinq pilotes-là, globalement, ils étaient aussi dans le top 5 de l'analyse qu'on voyait des rythmes de course aux essais de pré-saison. Maintenant, ouais, faut voir comment ça se traduit sur la course, puisque entre les essais et la vraie course, évidemment, il y a toujours une différence. Il y a des équipes qui cachent plus ou moins leur jeu. Les prémas sont très discrètes pour l'instant. Leur qualification, ils ont fait huitième, neuvième, dixième. C'est pas là où on attend préma. Surtout que voilà, préma, normalement, ils ont potentiellement trois candidats au titre. Ils ont trois pilotes faisant partie d'académie, enfin, de junior team de F1. Normalement, ça doit jouer plus haut que 8, 9, 10. Et d'ailleurs, au final, ça a été 8, 9, 18 même, avec le tour supprimé pour Zach O'Sullivan. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez un pronostic pour les gens dans le chat, pour les parieurs un peu, un pronostic sur cette première course du week-end? J'avoue que moi, euh, c'est peut-être le plus simple, évidemment, avec tout ce que j'ai dit, mais Colapinto, voilà, il va vouloir se rattraper déjà de sa qualif loupée. Je pense qu'il est vraiment content de s'élancer de la pole là. Goethe, Beganovic, ah ouais, ok, d'accord. Je suis pas, moi je me mouille pas du tout, je parie le poleman et ok. Bah, c'est vrai que Goethe, hein, moi je l'avais beaucoup, je le sous-estime toujours. Hein. Depuis le début, je le sous-estime et au final, bah, il est quand même dans le coup. Donc c'est Oliver Goethe, pourquoi pas? C'est vrai. Mais j'avoue que Colapinto, en fait, rien que le fait, c'est peut-être juste psychologique, mais le fait qu'il soit déjà parti de la pole, qu'il sache déjà mener une course à Bahreïn, je pense que c'est quand même un sacré avantage. Et puis tous les rookies, ils découvrent le circuit. Alors ils découvrent pas vraiment le circuit non plus, puisque bah évidemment il y a eu les essais de pré-saison, mais ça va être leur première course sur ce circuit. Hein. Voilà, normalement ils ont tous roulé en Europe.
Mais Bahreïn, c'est une sacrée découverte, hein. C'est même pas un circuit qui est exploré en Formule régionale Moyen-Orient, donc ça va être compliqué. Ou sinon, il y a le pari très osé, et beaucoup plus osé que Beganovic ou Goethe. On a Nitram Nitrin qui nous dit Piotr Wiznicki. La cote doit être assez élevée, je pense. Alors, l'air de rien, on s'est moqué de lui, hein. On se moque beaucoup de lui puisqu'il a fait 35e de Freka et qu'il n'a rien à faire ici, mais il a fait 22e. Il a fait 22e de la qualif et devant Sofia Flörsch, devant Roberto Faria, devant ses coéquipiers. Donc c'est pas mal. Enfin, vraiment, c'est pas mal du tout. Euh, alors, il y a ouais, les voitures sont déjà sur la grille de départ. Le tour de formation n'a pas encore débuté, ça partira dans 3 minutes. Mais non, c'est intéressant de voir les duels entre coéquipiers, puisqu'après, c'est sûr que les équipes ont toutes la même voiture, évidemment, mais niveau réglage, niveau expérience, c'est clairement pas la même chose, hein. On fait pas la même chose dans une PHM Charouz que dans une ART, ça paraît logique. Mais c'est intéressant de voir les premières tendances, hein, de ces qualifications. Moi, j'avais envie de parler surtout de Nicolas Tsolov, qu'on attend beaucoup, qu'on vend beaucoup comme un crack générationnel. La première qualif, c'est mal passé. Alors peut-être, on va dire peut-être mal passé carrément. Il partira seulement 16e, il partira au cœur du peloton, chose à laquelle il n'a vraiment pas été habitué en F4 espagnol. Et lui, il était habitué à signer les pole positions, à gagner, vu qu'il a gagné 2 tiers des courses de F4 espagnol l'an dernier face à des pilotes comme Hugh Barter. Mais voilà, Hugh Barter, par exemple, c'est un pilote qui a beaucoup plus d'expérience que Nicolas Tsolov, qui a 2 saisons de plus en F4, en monoplace. Et donc, c'est vrai que cette expérience, bah, ça peut faire la différence. Et voilà, c'est pour ça que Hugh Barter s'adapte plus rapidement, connaît à rouler dans plus de voitures et s'adapte plus facilement. C'est pour ça que Hugh Barter fait 5e et Nicolas Tsolov 16e. Ça reste une première qualif, c'est quand même un circuit assez particulier et normalement pas tendre justement pour les rookies. Normalement, c'est vraiment les redoublants qui doivent prendre le dessus, car comme je l'ai dit, c'est vraiment pas un circuit facile à piloter. Je pense notamment au virage, au virage 10, très compliqué à gérer pour tous les pilotes. Vous savez, c'est le virage où on bloque toujours les roues sur les jeux vidéo, sur F1 22. Euh, il faudra voir aussi, on a vu énormément de tours annulés à cause des track limits. C'était assez insupportable. D'ailleurs, c'était difficile de suivre la qualif de F3 à cause de ça. Il faudra voir si ça a un impact sur la course, si les pilotes seront un peu plus conservateurs ou au contraire, ils vont se dire ah bah ça peut passer une fois, ça peut passer 2 fois et oh, allez 3 fois et puis voilà, les pénalités peuvent dégainer assez rapidement et bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, voilà, Franco Colapinto, on avait fait la mère expérience l'an dernier où il avait perdu le podium à cause de ça, il avait dû se contenter de la 5e position. Donc ça promet d'être un challenge assez intéressant pour tous ces pilotes. C'est vrai que Caio Collet, j'avais pas vu la position de Caio Collet, mais c'est vrai que Caio Collet part 3e. Ça paraît pas mal quand même. Alors que les mécaniciens commencent à s'enlever de la grille. Ils retirent j'allais dire les parapluies, les parasols. Car là, vu le soleil qui tape vraiment fort sur les casques des pilotes, les parapluies, c'est pas trop approprié. Voilà, les mécaniciens s'en vont de la grille. On va peut-être mettre le live timing. Hop, hop, hop. Il y a des pilotes qui manquent? Des pilotes manquent? Il y a Fleur chez Wisnicki. Oh là là. Donc Fleur chez Wisnicki, ouais, qui starting procedure infringement. Il y a ok, infraction dans la procédure de départ. Et ben c'est vrai que ça commence bien, hein, pour la nouvelle équipe PHM by Charouz. C'est vraiment intriguant. Je comprends pas vraiment le délire de cette équipe quand même PHM qui est vraiment ultra compétente en Formule régionale, en Formule 4. Et attention, il y a un drapeau jaune. J'ai l'impression qu'il y a une voiture qui a peut-être calé. J'ai l'impression que c'est une Red Bull. C'est Sébastien Montoya qui s'élance quand même. Oh, oh la frayeur pour Sébastien Montoya. Il va vite devoir récupérer sa position. Oh le petit coup de pression. Le petit coup de pression pour Sébastien Montoya. Mais voilà, les 28 pilotes s'élancent de la grille de départ. Alors je crois même que les 30 pilotes s'élancent de la grille de départ, mais que Fleur chez Wisnicki vont devoir re-rentrer au stand. Bon alors, donc on refait l'ordre de départ de cette première course du week-end. Colapinto, Marty, Collet, donc un triplé de redoublants.
Puis ensuite, on a Paul Aron, Dido Beganovic, Leonardo Fornaroli, Kylen Frederick, Hugh Barter, Oliver Goethe, Grégoire Sossi, Gabriel Bortoleto, Gabriele Mini, Christian Mansell, Montoya, Edgar, Tsoloff, Broding, O'Sullivan, Boya, Villagomez, Bedrin, Fiznicki, Flörsch, Greg, Cohen, Yeni, Smith, Garcia, Faria, Barnard. Comme ça, on aura parlé de tous les pilotes. D'ailleurs, Taylor Barnard partira dernier. On se souvient qu'il a été repêché du coup, puisque aucun de ses temps n'avait été dans les 107%. Ils avaient tous été annulés à cause des track limits. Et Taylor Barnard, il nous a habitués cet hiver à faire des remontées exceptionnelles. Il était souvent loin en qualif, par sa faute ou par la faute de son équipe ou de sa voiture. Where to watch for free? Man, no, you can't watch for free because I'm not broadcasting this because it's in Canal Plus and I don't have the TV rights. You have to pay. Oh, sorry. Non mais oui, je peux pas évidemment comme je l'ai dit au gars dans le chat, je peux pas le diffuser, j'ai pas les droits, c'est Canal+ qui a les droits, donc va falloir se contenter du live timing malheureusement. Je vais essayer de vous commenter ça au plus près quand même. Les voitures quand même qui sont dans le dernier virage qui voilà se placent petit à petit sur la grille de départ. Je vais pas faire monter le volume et rendez-vous le premier virage. Mais voilà, Franco Colapinto, Pepe Marti. Attention à ce premier virage hein, en épingle, c'est extrêmement propice évidemment aux accidents, aux contacts de tout genre. Il y a peut-être des pilotes qui vont vouloir tenter une remontée folle. Hein. Je pense à Nicolas Tsoloff par exemple, hein, qui peut gagner gros dans un départ fou. Mais attention, il y a peut-être plus à perdre qu'à gagner puisque voilà, la course est quand même longue, ça reste une course sprint, mais ça reste une course longue où il y a beaucoup de performances qui vont changer au cours de la course à cause de la dégradation des pneus. Et donc c'est bien ça, Sofia Flörsch et Piotr Wisnicki qui rentrent au stand. Waouh, grosse saison en vue pour l'équipe. Charouz qui va partir sur une très belle note visiblement. Combien de DNF premier tour? Combien de DNF au premier tour? Allez, 3. Mais c'est vrai que 3 DNF au premier tour et je vois une safety car. C'est vrai que la première course de la saison, les pilotes vont être chaud bouillants. Et puis justement, c'est la course sprint, il y a moins à perdre, il n'y a que 10 points à aller chercher, 11 avec le meilleur tour. Mais voilà, les feux qui vont s'allumer. Le drapeau vert est agité, 1 feu, 2 feux, 3 feux, 4 feux, 5 feux. Et le bon départ, je pense, de Franco Colapinto. Il y a une voiture qui a calé. C'est peut-être Nicolas Tsoloff. J'ai l'impression que c'était Nicolas Tsoloff, justement. Oh, bah, je lui ai porté la poisse. Attention. Attention, Pepe Marti qui essaye de se trouver une place face à Franco Colapinto, qui essaye de faire l'extérieur. Oh, Colapinto qui tasse Pepe Marti. Caio Collet qui va pouvoir en profiter. Magnifique débordement de Caio Collet, deuxième. Oh, attention. Oh, la ART de Kylen Frederick un peu dans les graviers. Et bah c'est resté assez sage au premier virage, mais Caio Collet va essayer de prendre le meilleur sur le sud-américain. Les deux prémas, attention, Beganovic et Aron pour la 4e place. Et peut-être Pepe Marti qui va perdre sa place sur le podium même. On a Paul Aron qui est proche. Non, Paul Aron arrive à rester 4e. Donc non, c'était pas Nicolas Tsoloff qui a calé. Peut-être... Ah, j'ai eu du mal à voir. Est-ce que vous avez vu qui c'était ? Moi, pour moi, c'était une voiture bleue, mais j'ai bien vu Nicolas Tsoloff en train de rouler. Donc, on a Grégoire Sossi là au cœur du peloton. Grégoire Sossi. Attention, le virage 10. Grégoire Sossi qui tente sur Leonardo Fornaroli. Leonardo Fornaroli qui tire large. Bon, attention, ça c'est déjà un premier avertissement pour track limits, on peut en être sûr. Alors, qui est le pilote qui a galéré? Je ne trouve pas. Et bah c'est Gabriele Mini. C'est Gabriele Mini qui a galéré. Oh là là, terrible. Alors terrible, en soi, il a surtout à jouer lors de la course de demain, mais c'est terrible pour Gabriele Mini là qui perd un petit peu quand même, qui aurait pu gagner des points, qui aurait pu avoir une certaine avance au championnat, mais c'est compliqué pour Gabriele Mini, c'est l'apprentissage, hein, c'est la première course, on va pas lui en vouloir après sa splendide pole position quand même de la veille. Mais donc voilà, on a déjà notre premier classement. Franco Colapinto, Caio Collet, Pepe Marti, Aron Beganovic, Goethe Fornaroli, Barter, Frédéric et Grégoire Sossi 10e. On rappelle que les 10 premiers marquent des points. Kylen Frédéric qui défend Hugh Barter et Grégoire Sossi qui essaie de déborder sur Hugh Barter.
beaucoup de différences d'expérience entre les deux, et c'est l'expérience justement qui triomphe avec le pilote suisse qui prend le meilleur sur l'Australien, et peut-être que même Johnny Edgar va essayer d'en profiter. Johnny Edgar 11e qui va prendre l'intérieur sur Hugh Barter. Attention, non, Hugh Barter reste bien devant. Est-ce qu'il va pouvoir quand même tenir? On sait que ça s'élargit le virage. Non, ça va. Il reste devant Hugh Barter. C'est oh, attention le contact. Oh, le gros crash pour Raphaël Villagomez. Alors on sait qu'il est malheureusement habitué à ce genre de crash. Attention, au virage 4. Au virage 4, ça va être une safety car. La voiture est évidemment bien immobilisée. Johnny Edgar, pendant ce temps-là, a pris le meilleur sur Hugh Barter finalement. J'ai pas vu avec qui il s'était accroché malheureusement. Mais gros crash de Raphaël Villagomez. C'est étonnant. En tout cas, belle bataille entre Edgar et Barter. Évidemment, la safety car est déployée. Ouh, il a tapé bien fort et en deux temps aussi. Alors Luke Browning et Hugh Barter, donc ça va. Bon, Raphaël Villagomez va bien, il sort de sa voiture par ses propres moyens, il est déjà debout. Mais c'était assez impressionnant. Et bien voilà, première interruption déjà, première interruption de la course, mais la voiture est bien détruite. Je pense que ça posera pas de problème pour participer quand même à la course principale de demain. Il y a largement le temps pour refaire la voiture. Raphaël Villagomez était à la bataille avec la Trident. Avec la Trident de Gabriel Bortoleto en fait. Ah, c'est. Mais j'ai l'impression que c'est surtout la faute de Villagomez qui a trop voulu fermer et qui est venu sur la trajectoire de Bortoleto. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça serait. Oh, oh purée, le choc comme ça latéral, c'est là où on est le moins protégé. Il s'en sort très bien, le Mexicain quand même. L'ancien lauréat du volant Richard Mille, passé par la F4 française, on le rappelle, et monté sûrement bien trop vite en Formule 3, en Formule 3 FIA, alors que il est beaucoup critiqué évidemment, mais je continue à penser qu'il a un talent, mais que c'est juste un talent qui a été vraiment grillé, car on l'a fait progresser trop rapidement en Formule 3, alors qu'il n'était totalement pas prêt, il était seulement 8ème de F4 française. Donc voilà, l'ancien lauréat du volant Richard Mille, comme Hugh Barter, tiens, qui abandonne déjà et qui est le premier abandon, de cette saison. Alors derrière, Gabriel Emini est 26e, il a quand même réussi à récupérer un peu de quelques positions après son calage du début. Et, euh, et oui, Gabriel Bortoleto est 15e, ce sera intéressant de voir si sa voiture est endommagée. J'ai pas vraiment vu si la voiture pouvait être endommagée. Alors le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui ne s'affaire sur la voiture de Raphaël Villagomez, parce qu'il ne doit pas y avoir de grue à cette disposition. C'est un peu étonnant, car on a déjà vu des crashs à ce virage-là. Alors peut-être pas à l'intérieur, plus à l'extérieur du virage. On se souvient qu'on avait eu Pérez, Leclerc une certaine année. On revoit le départ, et donc oui, c'est totalement Gabriel Emini qui a calé. Colapinto qui a bien défendu l'intérieur et Pepe Marty qui a quand même essayé, qui a voulu persister à l'intérieur, il a freiné tard, mais ah oui, Colapinto n'a laissé vraiment aucune chance à Pepe Marty en fait au premier virage et a totalement tassé Marty. Ça restait dans les limites, hein, Pepe Marty est resté dans les limites aussi, mais évidemment ça a bien profité à Caio Colette et puis oui, on revoit le calage de Gabriel Emini. Et c'est pas comment il fait, il n'y a pas d'anti-calage, donc ça ne pardonne pas. Et il a bien eu de la chance de ne pas être percuté, sinon on aurait pu avoir un accident assez violent comme Théo Pourchaire avait eu à Jeddah il y a 2 ans. On revoit Oliver Goethe, les premiers virages, il y a eu un contact entre, oui, on avait vu Kylen Frédéric un peu couper le virage. Et est-ce qu'on va revoir quelque chose de cette action du premier tour? Oliver Goethe sur Kylen Frédéric qui fait un très bel extérieur. Est-ce que Kylen Frédéric va le tasser? Bah non, ça a l'air d'être un très beau dépassement, ma foi. Vraiment, et on revoit l'accident. C'est compliqué. C'est quand même compliqué à voir, mais j'ai vraiment l'impression que Bortoleto, que Villagomez tourne sur Bortoleto. C'est comme ça que je le vois. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'on-board en F3, c'est assez limité. C'est limité qu'à 4-5 pilotes par week-end. Mais alors ça va, les Tech Pro ont l'air d'avoir bien amorti quand même et de ne pas avoir été trop abîmés. Donc j'espère que la safety car ne durera pas trop longtemps non plus. On espère. Mais ouais, c'est un peu. Le Goethe Hype Train arrive. Bah, je sais pas, moi je monte pas dedans en tout cas. Non, 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 je monte pas dedans.
Puisque quand même, l'air de rien, normalement, il est derrière Bortoleto et tout. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus hypé par Bortoleto, et tout en précisant que je ne vois aucun des deux en F1 dans un avenir plus ou moins proche. Bah, qui sera bas à droite, Villa Gomez ou Bortoleto? Puisque, enfin, après, enfin, le virage tourne un peu. Mais non, je ne me mens pas à moi-même. Oliver Goethe, j'aime pas. En plus, Oliver Goethe, c'est un gars qui change de licence tous les 4 matins. Et ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas ça. Ouais, Villa Gomez. Ouais, Villa Gomez qui part à droite. Bah, c'est classique Villa Gomez, hein, j'ai envie de dire. Mais je sais pas, Oliver Goethe, je suis vraiment pas, je suis pas convaincu par lui. Après, peut-être qu'il fera une super saison de F3, hein. Il y a des pilotes qui se révèlent en F3, mais voilà, ça n'ira pas beaucoup plus haut. Et oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que il change de licence un peu trop souvent, et j'aime pas. Mais après, c'est intelligent, hein. Oliver Goethe qui n'est plus sous licence danoise ou sous licence monégasque comme il l'a été l'an passé, qui est sous licence allemande, très probablement pour essayer de faire du pied à Audi, qui a déjà dit qu'il voulait des pilotes allemands. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de pilote allemand en formule de promotion avant que Oliver Goethe n'arrive et dise Eh, je suis allemand en fait. Il est malin, on va pas se le cacher. Ok, il est malin, mais bon. Oui, oui, Novalak, je suis assez d'accord aussi, hein. Bon, après, il a l'air d'avoir trouvé une certaine stabilité. Il garde la licence française, mais voilà, moi je suis pas fan de tous ces pilotes qui changent de licence un peu au gré du vent, au gré des saisons, du soutien. Je sais pas, enfin si tu viens d'un pays, tu le représentes et puis voilà. C'est comme Sacha Fenestraz par exemple, qui est enfin passé sous licence argentine, alors que bah il devait être sous licence argentine depuis le début. Il se sent argentin, le gars. Bah donc voilà, c'est mes teams. Mais ça m'a l'air d'être un commentaire un peu sarcastique ou un commentaire troll, j'ai l'impression. Je suis extrêmement outré par ces propos. La Belgique est un double champion du monde. Est-ce qu'on est sûr que Verstappen a la nationalité belge? Puisque il est né en Belgique, si je dis pas de bêtises. Mais après, il y a des pilotes qui ont genre des origines sans avoir la nationalité, hein. Bon, allez, team, hop, zut. Je vais te faire un commentaire, tu vas pas t'en remettre. Allez hop. Allez hop. Finito la carrière de team. Bon, quand même, la safety car, la safety car qui prend du temps. Je sais pas si on a pu revoir la voiture, l'épave de Villa Gomez. Euh, oui, en plus, j'avoue que à partir du moment où Tim est fan d'Euroformula, est-ce qu'il a le droit à la parole? Je sais pas, hein. Je sais pas. Goethe FC ici. Ah mais oui, en plus, c'est le champion d'Euroformula, j'avais même pas tilté. Mais en vrai, alors je pense que la course devrait pas tarder à reprendre quand même. J'ai l'impression que la voiture a l'air évacuée. Ce serait bien qu'on puisse reprendre. Il reste quand même plusieurs. Il serait peut-être temps quand même. Bon alors, est-ce qu'à la relance, on se retape une nouvelle safety car? Parce que ça, c'est arrivé quand même quelques fois en F3, mais j'ai envie de dire surtout en F2. Je prédis 3 tours avant. Ouais, bah voilà, ok, 3 tours avant une nouvelle safety car. Bah moi, je vois bien. Euh, je sais pas, Colapinto, Collet, ils ont l'air très chauds. En plus, vous imaginez le délire sur Twitter s'ils s'accrochent, les fans argentins et brésiliens qui vont se trucider l'un l'autre. Ça peut être assez rigolo à voir, puisque deux communes toxiques qui peuvent s'entretuer, j'avoue que ça ferait un peu de paix, un peu de silence, de calme, de prospérité sur Twitter. Après, c'est pas quelque chose que je souhaite, puisque moi j'aime bien Colapinto, malgré sa fanbase. Mais, euh, mais ouais, non, la voiture sécurité qui a toujours les feux allumés, ça va repartir pour un nouveau tour. C'est le problème de Bahreïn, de ne pas avoir des commissaires, ne pas avoir des commissaires professionnels. Et peut-être, j'ai pas envie de parler des infrastructures, parce que normalement les infrastructures à Bahreïn, bah, elles sont là depuis 20 ans, et il y a clairement du budget. Je pense que c'est plus les commissaires qui n'ont pas l'habitude de recevoir ça.
Mais voilà, c'est quand même un peu long. C'est quand même un peu long par rapport à Monaco, par rapport même à Macao, par rapport à des voilà au circuit urbain où voilà on sent que c'est quand même des spécialistes. Ah oui, j'avoue, j'avais oublié le fameux commissaire qui avait perdu son froc lors de la course de Formule 2. Ça avait été assez épique. Alors il y a eu un problème concernant Tsoloff et Edgar. Et oui, il y avait encore les mécaniciens sur la qui sont partis très tard de la voie des stands, qui sont partis très tard de la grille de départ. Ils touchaient, ils étaient encore proches de la voiture au moment où on devait évacuer. Les mécaniciens de Tsoloff et Edgar sont partis trop tard. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le même problème que pour les PHM by Charouz, hein, puisqu'il y a, on voit un problème pour Visniki et Flörsch. Non, pour Faria, pardon. C'était pour Faria, donc rien à voir. Mais c'est vrai que les. Oh là là, oui, oui, oui. Alors les mécaniciens ont quand même tardé, hein. Avis sur Flörsch. Bah, bah, voilà. Ok tiers. Ok tiers. Et je suis même pas sûr de ok tiers. Voilà, c'est. Pourquoi elle vient en F3? Pourquoi elle vient en F3? Fais ta carrière en endurance, ma grande. Enfin, c'est. Oh, ça sent le drive-thru. En vrai, je pense pas. J'espère pas le drive-thru. Ça serait vraiment pas gentil quand même. Enfin. Genre, c'est pas la faute de Tsoloff et Edgar. Malheureusement, c'est vrai que c'est possible hein, pour affaire de sécurité. Ça serait dur parce que c'est vraiment pas la faute du pilote normalement. Pour moi, ça devrait plus être une faute à l'équipe, une amende liée à l'équipe. Moi, je suis plus, comme en F1 d'ailleurs, hein, je suis plus pour plus de points de pénalité au championnat constructeur, puisque les fautes qui sont liées à l'équipe, genre par exemple les unsafe release, pour moi, ça devrait être des amendes à l'équipe, des points de la pénalité pour l'équipe, mais pas pour le pilote. Enfin, il peut rien, le pauvre pilote. Bah oui, c'est pas gentil le drive-thru, je suis bien d'accord, c'est pas gentil. Bon allez, la safety car qui repart, enfin, hein, qui repart, qui va rentrer au stand. Allez, les pilotes réchauffent leurs pneus. Est-ce qu'on va voir un petit carton dans les 4 premiers virages? Ça peut être, ça embêterait un peu d'avoir une deuxième safety car quand même. Allez, Colapinto, Colette, Pepe Marty. Alors Colapinto, Colette, vraiment ça peut être chaud bouillant. Les deux ont beaucoup à prouver. Les deux doivent jouer le titre s'ils veulent espérer un avenir en F1. On a peur de meubler. Bon allez, voilà, toutes les voitures dans le dernier virage. Caillou Colette très proche, pas autant que Verstappen sur Leclerc l'an dernier, mais très proche quand même. Est-ce que Colapinto va attendre jusqu'à la ligne d'arrivée? Il a l'air d'attendre. Il va attendre, il ne relance pas au dernier virage. Il ne relance pas. Il va attendre le dernier moment. Attention, attention, ça c'est parfait pour un carton. C'est extrêmement dangereux. Je ne sais pas comment c'est encore autorisé car à chaque fois ça finit mal. Mais Colapinto qui prend tout son temps. Caio Colette qui est presque à hauteur. Pepe Marty qui est dans les échappements. Et ensuite on a Paul Aron et Colapinto qui repart. Et qui a totalement surpris Caio Colette. Pepe Marty qui va très rapidement prendre le meilleur sur Caio Colette. Colapinto qui essaye de faire le coup du dragon, le coup du serpent. Pepe Marty à l'intérieur, attention, ils sont à 3 de front pour la deuxième place. Paul Aron qui a essayé de déborder et Caillou Colette qui va réussir ailleurs et attention c'est parti derrière, c'est une high-tech, c'est Luke Browning, malheureusement c'est Luke Browning qui est parti en tête à queue au premier virage. On a Kylen Frédéric ensuite, oh, il y a même deux voitures, alors ça, deux voitures, j'ai l'impression que c'est une PHM encore, Pepe Marty qui va réussir à prendre le meilleur sur Caillou Colette pour la deuxième place, Caillou Colette qui va essayer de décroiser, c'est pas impossible qu'il arrive. Il sera à l'intérieur pour le prochain virage, mais non, il n'est pas à hauteur, il va se contenter de la troisième place pour le moment. Oh, attention, c'est assez décousu, il y avait une bataille entre les deux, ART je crois, entre Frédéric et Grégoire Saucy, attention, entre coéquipiers, ça s'est déjà accroché l'an dernier entre coéquipiers, ART à Bahreïn, entre Martins et Saucy, on s'en rappelle. Oh, attention, on l'a encore derrière, ça part large derrière, ça part très large. Oh, c'est con. Oh, attention, et ça se retouche encore au virage 10. Oh, c'est pas possible. C'est, voilà, la F3, le Battle Royale, on y est, voilà. Tous les pilotes étaient quand même assez sages, hein, pour le premier départ, mais là, à la relance, Virtual Safety Car. Oh, Virtual, ouais. Virtual, ça risque de poser un sacré bordel, vu comment les pilotes, il y a beaucoup de pilotes qui étaient au même endroit, qui étaient à hauteur, donc, ouais, Luke Browning, bah oui, qui est totalement, qui est immobilisé. La voiture a pas l'air endommagée plus que ça en soi, hein. J'ai pas l'impression qu'il est endommagé. Il y a aussi. Alors, est-ce que c'est Luke Browning ou c'est une autre voiture là?
qu'on voit au virage immobilisé au virage 2. J'ai l'impression que c'est Roberto Faria. Mais bon, on revoit ce départ. Je suis même étonné que ce départ se soit aussi bien passé en fait, hein, j'ai envie de dire. Bon, Paul Aron qui a essayé de faire un coup de génie à l'extérieur, mais et Luke Browning qui a été tapé par Nicolas Tsoloff. Qui a été tapé par Nicolas Tsoloff dans beaucoup d'incidents. Et puis oui, il y a eu un suraccident après euh, en toute queue de peloton avec Roberto Faria. On voit Zach O'Sullivan sur Nicolas Tsoloff. Oh, ça a frôlé Sébastien Montoya. Et puis, oh oui, Zach O'Sullivan qui part en travers total et qui pousse Tsoloff allègrement. Et bien, Tsoloff, apprentissage à la rude, hein, à la dure, hein, puisque vraiment énormément de. Il est impliqué. C'est pas toujours sa faute, hein, évidemment, mais il est impliqué dans beaucoup d'accrochages, de collisions. Puis oui, safety car. Safety car, ça paraît logique. Et une ART au stand. Kylian Frédéric. Ouh, alors il y a dû avoir un contact que j'ai pas vu. Ça s'affaire beaucoup à l'arrière droit. Donc il y a dû avoir une crevaison. Il y a dû avoir une crevaison, en tout cas pour Kylian Frédéric. Ah bah c'est un peu dommage, hein, puisqu'il quand même il jouait des points. Et c'est un pilote qui a besoin de confiance, qui a besoin de marquer des points. Donc Kylian Frédéric qui change son pneu arrière droit, bah, c'est mort pour les points, clairement. Les points sont pour les 10 premiers. Et time penalty, pénalité de temps pour Nicolas Tsov, 10 secondes. Bon, bah, je pense que c'est l'accrochage avec Luke Browning. C'est allé très rapidement. Et 10 secondes. Alors, je me souviens que pour des incidents pareils, c'était 5 secondes, hein. Enfin, je suis d'accord sur le principe avec les 10 secondes, puisqu'il ruine la course d'un pilote, l'air de rien. Mais c'est intéressant. Peut-être que les commissaires essayent d'être un peu plus durs, de donner des pénalités plus dures, puisque on se souvient évidemment. Ouais, pour le start, je veux dire, pour l'accrochage avec lui. Ah, attends. Ah, pour le start. Ouais, mais pour le start, c'était. Il y avait aussi Johnny Edgar sous enquête. Donc, je pense qu'on aurait eu une pénalité pour à la fois Edgar, à la fois Tsoloff, j'imagine. Il est où Visniki? Mais arrêtez avec le pauvre Visniki. Il est bah, 26e et dernier. Alors pas dernier vu qu'il y a Kylen Frédéric et Roberto Faria, mais Frédéric est passé au stand, Roberto Faria a eu un tête à queue. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, après, voilà, c'est la FIA, hein. On sait que à la manche prochaine, en fait, ça va être une simple réprimande, hein, mais donc, safety car, pour l'instant, les pilotes n'ont toujours pas rattrapé la safety car. Ça prend un peu de temps quand même. Ça prend un peu de temps. Faria était meilleur dans les années 50. On voit. Ouais. Alors, les deux ailerons avant de Bortoleto et de Tsoloff sont bien endommagés. Alors, Tsoloff, course pas catastrophique, mais un peu quand même, hein. Un peu quand même, hein. Donc, l'aileron avant totalement endommagé. Il y a aussi l'aileron avant de Bortoleto, comme je l'ai dit, qui était endommagé, donc forcément à cause du crash avec Rafael Villagomez. Mais début de. Première course compliquée, hein, chez ART en Formule 3 avec Frédéric et Tsoloff du coup au stand. Il y a une autre voiture, j'ai l'impression que c'était une PHM by Charous qui est rentrée au stand. Ido Cohen P15. P14 moi-même. Ido Cohen P14, non? P14. Et bah écoutez, bah voilà, enfin, c'est vrai que la course est bizarre, hein, du coup. Mais après, ça montre aussi peut-être qu'il progresse un peu, hein, il commence à avoir de l'expérience. Et donc oui, c'était bien ça, bah, Piotr Wisnicki qui est rentré au stand. Pour aussi changement d'aileron avant. Oh, c'est compliqué même même les changements, les arrêts au stand, les changements d'aileron sont très très longs dans cette équipe qui apprend, qui n'est clairement pas habituée à ça. Est-ce qu'on va revoir ce qui a causé quelle action on nous montre? Ah oui, on nous montre l'action avec Bortoleto. Bortoleto qui avait foncé sur quelqu'un au T10 puisqu'il y avait un léger embouteillage, embouteillage devant. Ah oui, ça a totalement tapé Kylian Frédéric. Ça a totalement tapé Kylian Frédéric. Et c'est ça qui a provoqué la crevaison, une crevaison très rapide. On l'avait pas vu, on avait vu qu'il y avait du grabuge dans ce virage. Mais du coup, Gabriel Bortoleto, il est où en ce moment? Il est 12e. Bah, je sais pas s'il restera 12e très longtemps, hein, puisqu'il a des dégâts aussi sur son aileron avant. Barnard P16. Oh, mais excellent ça, Taylor. Excellent. On rappelle
Taylor Barnard qui est passé sous licence française pendant quelques heures, même peut-être 24 heures, hein, je pense, car les commissaires de Formule régionale Moyen-Orient pensaient qu'il était français, je sais pas pourquoi, mais on l'a eu français pendant une ou deux séances d'essai libre avant qu'ils ne se rendent compte de leur erreur. C'était assez sympathique. J'aurais bien aimé qu'ils gardent la licence française en fait, ça aurait pu être sympa. Bon, en attendant, c'est vrai que la F3, ça fait pas beaucoup de tours sous drapeau vert. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ouais, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il y en a un qui va pas s'en plaindre, c'est Colapinto, qui a très... Alors, qui a bien géré sa relance au final, hein. C'est une relance qui a provoqué un peu de chaos, mais pas tellement en fait au final. Il y a juste eu l'accrochage de Tsolov Browning et, l'accrochage avec Roberto Faria encore plus derrière, mais après, c'est pas vraiment de sa faute. Pour l'instant, Colapinto, il gère très bien cette course. Après, voilà, il est bien content qu'il y ait autant de tours sous safety car. La première course de F3 que tu mates, c'est peut-être pas la meilleure année de la F3. J'avoue que la F3 2022 c'était la folie et il faut leur pardonner aussi. C'est des pilotes qui apprennent. Ça ira mieux au fil de la saison. Normalement, il y a beaucoup de pilotes qui découvrent ce circuit, qui découvrent la voiture, qui découvrent énormément de choses. Donc, et des pilotes très jeunes, Nicolas Tsolov par exemple, il a 16 ans. Euh, c'est normal que les pilotes fassent des erreurs. Maintenant, on aimerait que les safety cars soient un peu plus courtes. Et ça ira peut-être mieux sur certains circuits. Mais, euh, mais c'est vrai que les Gensers, c'est vraiment intéressant ce qu'elles font 15 et 16. C'est simple. Les essais pré-saison, ils étaient tous à Bahreïn. Donc c'est vrai qu'ils connaissent, maintenant ils connaissent le circuit, mais après, en conditions de course, c'est normalement un peu mieux. Enfin, c'est totalement différent les conditions de course, l'adrénaline, etc. Évidemment, c'est pas pareil. Le pilote safety car, à chaque fois qu'il voit la F3 sur le week-end, il est joie. Bah, c'est vrai que ça lui donne un. Voilà, il se sent. Voilà, il est pas au chômage technique, hein, c'est le plein emploi pour lui. Ah, Nicolas Tsoloff, aïe, ça c'est dur, mais en même temps, on s'y attendait après un peu qu'il galère, hein, il est extrêmement jeune, etc. C'est normal, c'est normal. J'en veux à Fernando Alonso de d'avoir propulsé directement son poulain en F3, alors qu'il n'avait fait que 21 courses de F4. Voilà, j'espère qu'il regrettera pas trop. Après, j'aime bien comparer Tsoloff, enfin la saison, l'arrivée de Tsoloff à celle de Pourchaire en 2020 chez ART en F3, où Pourchaire avait aussi très peu d'expérience, où il a totalement sauté la formule régionale, et il est arrivé en F3. Le premier week-end, ça avait été assez compliqué, il était en milieu de tableau, stop and go penalty, oula, pour Alex Garcia. Bah, qu'est-ce qu'il a fait le petit Alex Garcia? Alex Garcia qu'on avait mis en catégorie dans les plus mauvais pilotes. 10, 10 seconds stop and go penalty starting procedure infringement. Bah purée, il rigole pas avec les procédures de départ. Il va y avoir des révisions à faire hein, chez les équipes, hein, puisque ça fait beaucoup. Soloff, Edgar, du coup Garcia, Wisnicki, Flörsch, ça fait déjà 5 pilotes, sans compter Gabriel Emini qui a calé au départ. Oh je, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de problèmes, et de mémoire, il n'y en avait pas autant l'année précédente. Euh, Ouais, Nicolas Tsolov, j'aime bien le comparer à Théo Pourchaire dans l'arrivée, car voilà, pour moi c'est des diamants bruts qui brûlent les étapes. Et pour Pourchaire, ça s'est un peu payé ces deux dernières années en F2 où il avait quand même des choses à apprendre. Il avait des choses à apprendre. Mais Nicolas Tsolov, je pense qu'il y a moyen qu'il progresse très rapidement quand même au cours de l'année. Euh, Théo Pourchaire, il avait eu un premier week-end compliqué, comme je l'ai dit en F3, mais dès le deuxième week-end, ça jouait devant, et dès le deuxième week-end, il gagnait la course sprint, la course à grille inversée, et dès le troisième week-end, il gagnait la course principale. Donc, on revoit la safety car restart will be investigated after the race, driving erratically Franco Colapinto, du coup, qui va être sous enquête. Alors, je pense que c'est Franco Colapinto qui va être jugé par. Oui, c'est une question qu'il y avait dans le chat, mais j'étais pas sûr. Est-ce que les restarts aussi tardifs sont encore autorisés, puisqu'on sait que ça provoque beaucoup de chaos, surtout en F2, en F3. Euh,
Attention, oh, Colapinto, s'il perd encore la victoire sur une décision des commissaires, sur une pénalité d'après-course, il va pas être super content de lui-même. Je sais pas pourquoi on remontre Zach O'Sullivan alors qu'il a fait un tour. Ah, on va revoir l'action avec Tsoloff où il perd totalement la voiture, où il frôle Montoya, il repère la voiture et bam, il envoie Tsoloff. Heureusement que les graviers sont un peu espacés de la piste à cet endroit. Heureusement pour Tsoloff. Allez, on va repartir enfin. On repart enfin. 11 tours sur 19. Il ne reste plus que 8 tours à réaliser. Colapinto, est-ce qu'il va refaire la même? Est-ce qu'il va refaire la même? Est-ce qu'on lui a dit que son restart de la dernière fois était potentiellement problématique? Je pense pas que son équipe va lui dire pour pas le perturber, mais du coup il risque de faire une deuxième fois, peut-être d'avoir deux pénalités. Bon, je ne sais pas. En attendant, Colapinto ne relance pas. On passe le dernier virage et il ne relance pas. Il va refaire la même. Il va refaire la même. Ça a marché pour lui, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais du coup, j'espère que vous appréciez bien cette course de safety car. C'est très intéressant. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Oh là là. Caio Colette qui est à hauteur de Pepe Marty, qui a envie de faire la même, et de reprendre son bien, de reprendre la deuxième place. Colapinto qui redémarre quand même un peu plus tôt. Il essaie de casser l'aspiration. Attention, les deux tridents. Fornaroli et Goethe avec Beganovic. Oh attention derrière au premier virage. Les deux Prema côte à côte, Aron et Beganovic. Et bah c'est passé sans encombre le premier virage. Félicitations. Oliver Goethe qui passe 6ème. Oh, attention, le petit passage dans les graviers, dans le sable. Pepe Marty qui essaye de reprendre la première place, qui va prendre la première place à Colapinto, peut-être à l'extérieur, s'il arrive à faire ce dépassement, s'il arrive à faire. Non, Colapinto qui tasse. Non, Colapinto, all the time you need to leave the space, comme le dirait le futur champion du monde de Formule 1. Aïe. Ah, ça c'est dur pour le pilote espagnol qui y était à hauteur pour moi. Voilà. Après Colapinto, Marty, Colette, Aron Beganovic. Oh, attention à ce virage là, ça sort encore large. C'est une Carline. Je crois que c'est Hunter Yeni. Bortoletto qui est 9ème. Hein. Bortoletto qui est 9ème en finale. 11ème. Il vient de se refaire passer par Edgar et Barter. Il n'est pas trop handicapé par son aileron avant endommagé, visiblement. Bon, ça sort très large dans ce virage. Ça sort très large. Mais ouais, Colapinto, est-ce qu'il va garder très longtemps sa victoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, attention à Hunter Yeni. Hunter Yeni qui a failli faire une manœuvre assez dangereuse, une manœuvre très optimiste. Et 5 secondes de pénalité pour Piotr Wisnicki. Je pense que ça peut être lié à quoi? Le pauvre Piotr Wisnicki qui a rien demandé. En attendant, attention, les deux coéquipiers, Carline, ça se touche, ça se sort, bah super. Ouais, Virtual Safety Car Infringements pour Piotr Wisnicki. Kylen Frédéric qui est à hauteur de Gabriel Emini. Hein, qui est 22ème. Hein, ça se passe quand même à la toute fin, dans le dernier tiers hein, du peloton. C'est compliqué. Voilà. Mini Frédéric, c'est une bataille qu'on aurait pu avoir pour les points. Gabriel Emini qui sort large au dernier virage. Et il y a une voiture qui rentre au stand. On aimerait bien passer sur le plein écran. Attention, les deux Prema, Aron Beganovic pour la 4ème place. Déjà, il doit y avoir une petite bataille d'ego, je pense, entre les deux. Pepe Marty qui a l'air vraiment très pressant hein, sur Colapinto et Colette qui a décroché. Est-ce que Beganovic va pouvoir repasser sur son coéquipier de toujours hein, ils sont coéquipiers ensemble depuis 2021. Ils se connaissent bien maintenant les deux pilotes. Beganovic protégé Ferrari, Aron le protégé Mercedes. Oh, Pepe Marty qui est dans les échappements de Franco Colapinto. Pepe Marty, évidemment, il est chaud bouillant. Enfin, voilà, sa saison 2022 avait été une déception hein, pour Campos. Il avait été totalement transparent. Il n'avait marqué qu'un seul point. Là, s'il y a moyen de faire un podium et même peut-être une victoire, ça serait assez fou. Pénalité pour la 11, on me dit dans le chat, pour Johnny Edgar. Alors, pour Johnny Edgar, ça doit être lié, comme pour Nicolas Tsoloff, à la procédure de départ. On voit Grégoire Saucy. Ouais, c'est Leonardo Fornaroli qui a totalement qui a totalement coupé un virage pour passer Beganovic et qui a ensuite bloqué Grégoire Saucy. Oh, attention, le contact. Et il y a eu un contact en fait à la relance entre Saucy et Fornaroli. Oh. Et ben, quand même, on ne s'ennuie pas en F3. En dehors des périodes de safety car, il y a de l'action. Pepe Marty qui reste à distance et Caio Colette qui n'aura pas le DRS hein, quand le DRS sera réactivé.
Caio Collet qui est vraiment à distance, Beganovic qui a un peu lâché Paul Aron, et Oliver Goethe qui est la meilleure trident, qui est la meilleure trident et qui arrive à se sortir, à ne pas être empêtré dans les contacts, dans les accrochages, comme au contraire de Gabriel Bortoleto, qui est vraiment englué dans ce peloton en 11e position. Pepe Marti, attention, qui tente Franco Colapinto qui défend à l'intérieur au premier virage. Pepe Marti qui va avoir une meilleure réaccélération, ensuite il va de nouveau avoir le DRS. Hugh Barter pendant ce temps-là qui reprend la 9e position à Johnny Edgar, il y a une belle bataille, mais pour l'instant on surveille la bataille pour la première place. Pepe Marti sur la ligne droite, à l'extérieur de Franco Colapinto, il passe sans problème, il a même pu finir son dépassement avant le virage, et Pepe Marti qui prend la tête de la course. Je pense que c'est vraiment la première fois qu'il prend la tête de la course depuis plus d'un an. Plus d'un an pour l'Espagnol, ça va faire plaisir. Et maintenant, il va falloir voir la réaction de Franco Colapinto, mais je sais pas, Pepe Marti a l'air d'être beaucoup plus rapide. Et en plus, il a claqué le meilleur tour, Pepe Marti. Il a claqué le meilleur tour. Pour l'instant, on a Marti, Colapinto, Colette, Aron, Beganovic, Goethe, Fornaroli et Grégoire Saucy, Edgar et Barter qui complètent le top 10. C'est la 10e place qui donne le dernier point. On voit justement cette bataille pour la 9e place. On a Edgar, la voiture orange, devant Hugh Barter, voiture blanche. Et Colapinto quand même qui reste dans les échappements de Pepe Marti. Ah, et d'ailleurs, je me suis trompé. Il n'y a pas de pénalité pour Johnny Edgar, hein. Voiture 11, c'est bien Marie Boya. Désolé pour la petite erreur. Mais du coup, Johnny Edgar, il a bien sa 9e position. Il s'accroche à sa 9e position, à défaut de s'accrocher avec des pilotes comme d'autres pilotes, comme Nicolas Tsolov, comme Bortoleto, comme beaucoup d'autres pilotes qui se sont accrochés. Mais Pepe Marti qui s'est construit un petit gap de 6 dixièmes, mais avec le DRS, Franco Colapinto devrait pouvoir revenir. Est-ce qu'il va être à hauteur? Est-ce que 6 dixièmes c'est assez suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour doubler? On voit l'aileron arrière de la MP bleu aux couleurs Williams qui s'ouvre. Il va pouvoir revenir. Est-ce que Pepe Marti va défendre? Non, les deux sont restés sur la ligne, sont sur la propre ligne. Par contre, on a les deux prémas. Aron et Beganovic très près. Pas d'attaque pour le moment. On a Grégoire Saucy qui passe sur Fornaroli. On a Montoya sur Bortoleto. Derrière pour la 11e place. Attention. Ça va être compliqué à deux de front ici. Ça va être compliqué. Paul Aron Beganovic. Attention. Pas à s'accrocher entre coéquipiers Préma. Paul Aron sur l'extérieur. Il garde l'avantage. Sur le Suédois. Attention à deux de front. Et Oliver Goethe qui a peut-être récolté les marrons du feu. Non. Paul Aron qui reste devant. Mais Goethe qui est chaud bouillant, il va vouloir s'intercaler entre ces deux prémas au minimum. Beganovic qui défend l'intérieur, pour que Oliver Goethe ne le dépasse pas. Et Grégoire Saucy va pouvoir recoller. Il était un peu loin, mais il va pouvoir recoller. Et encore une fois, le second restart de Colapinto qui est sous investigation pour erratic driving. Alors ça m'étonnerait que Colapinto reste deuxième, hein, parce que voilà, ça fait deux restarts sous enquête. Oliver Goethe qui va essayer de doubler Dino Beganovic pour la 5e place. Il est un peu trop loin, il n'a pas vraiment de différence de pointe de vitesse. Oliver Goethe qui la perd un peu, non, il restera 6e. Mais est-ce que Grégoire Saucy peut en profiter? Non. On essaie de reprendre un peu notre souffle dans cette partie où on ne peut pas trop dépasser avant les lignes droites. Stewards, attention. Alors, il y a un incident entre Edgar et Barter. Leaving the track and gaining an advantage. Je ne sais pas qui ça concerne. Est-ce que ça concerne Edgar qui a gagné un avantage? Est-ce que ça concerne Barter? Vu que Edgar est devant, j'ai envie de dire que c'est peut-être Edgar qui a gagné un avantage sur Barter de façon illégale. C'est un peu nul cette formulation parce qu'on ne sait pas qui est vraiment visé. Mais en tout cas, c'est deux pilotes dans les points, donc ça pourrait avoir un impact quand même sur ce championnat, ce classement du championnat qui se dessine. Mais voilà, Colapinto n'a pas dit son dernier mot et malgré les restarts qui sont sous enquête, il est deuxième et le DRS ne l'aide pas tellement en fait. Le DRS ne l'aide pas tellement pour revenir sur Pepe Marti. Alors ça l'aide à rester à distance, hein, à 4-5 dixièmes, mais pas vraiment à dépasser. Il reste 3 tours et demi. Les opportunités de dépassement vont se faire de plus en plus rares. Donc on a Marti Colapinto en duo, hein, voilà, c'est le duo de tête. Ensuite on a Collet dans un no man's land total. Et ensuite on a une bataille un groupe entre la 4e et la 8e place, puis la 9e place et tout ce qu'il y a après. 4e, 8e place, il y a Aron, Beganovic, Goethe, Saucy
et Fornaroli. Il y a Johnny Edgar, 9e, qui essaye de recoller à ce groupe et qui essaye justement de lâcher Hugh Barter, 10e, qui s'accroche bien à son premier point, mais Sébastien Montoya, 11e, est proche quand même de Barter. Oh, attention, Aaron Beganovic, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit accrochage entre coéquipiers dès la première course? En vrai, est-ce que ça mettrait pas une ambiance saine dans l'équipe? Normalement, ils se connaissent bien, ils se connaissent bien, ils roulent ensemble voilà, depuis 2 ans. À ma connaissance, ils ne se sont jamais accrochés. Il y a déjà eu des accrochages entre Prema en Freca, mais c'était entre Vidales et Beganovic. Ça n'impliquait pas Aaron. Il y a aussi eu des accrochages entre Aaron et Montoya, mais jamais entre Aaron et Beganovic. Est-ce que ça serait pas la première fois? Horrible, le gars qui souhaite des accrochages. Alors, Colapinto, alors il a l'air proche de Pepe Marty sur cette vue-là. Il reste 3 tours, mais il reste en fait à 7 dixièmes. Cette vue est assez trompeuse. Il va pas pouvoir attaquer sur cette ligne droite. Mais oui, comme le dit Tim, hein, c'est vrai que le DRS l'aide à la revenir, mais il perd beaucoup dans le secteur technique à cause de l'air sale, forcément, où les perturbations aérodynamiques de la voiture devant doivent un peu le gêner. Et donc, voilà, il reste à 6 dixièmes. Zach O'Sullivan, pendant ce temps, dépasse Christian Mansell pour la 13e place. On n'a pas parlé de Zach O'Sullivan, mais on l'a pas vu sur cette course. On l'a pas vu. Et Aaron Beganovic, à nouveau, au virage 4. Beganovic qui va essayer de recroiser. Ils vont tous les deux être à hauteur. Attention, non, ça ne se touche pas. Ça ne se touche pas. Les deux voitures qui se serrent un peu, qui se tassent un peu. Beganovic qui va garder l'intérieur. Aaron qui sera à l'intérieur pour le prochain virage. Oliver Goethe qui va essayer peut-être de récolter encore une fois les marrons du feu. Et Paul Aaron qui est dépassé. Oh, attention, qui n'a pas l'air de voir Oliver Goethe dans ses rétroviseurs. Il a l'air vraiment focus, il est totalement focus sur Beganovic, il n'a pas du tout vu Goethe. Goethe qui reste 6ème, mais Beganovic est bien passé sur Paul Aaron. Et pendant ce temps, Christian Mansell a repris le meilleur sur Zach O'Sullivan au cœur du peloton. Et Beganovic qui reprend le meilleur sur son coéquipier Paul Aaron. Ça c'est un duel interne très important. Et Paul Aaron qui va peut-être perdre une position supplémentaire. Oliver Goethe qui est à hauteur de Paul Aaron. Oh attention, il la perd un peu. Il la perd un peu sur le vibreur. Il a failli partir tout droit sur Paul Aaron. Il a réussi à la récupérer à temps justement. Et ça permet à Grégoire Saucy de rester proche, de s'approcher de la 6ème place d'Oliver Goethe. Non, vous voyez quand même la Formule 3 c'est sympa. La Formule 3 c'est sympa. Quand il n'y a pas de safety car, c'est sympa. Et devant, Colapinto semble avoir lâché. Hein. Alors, il ménage peut-être bien ses gommes, mais 9 dixièmes, ça commence à être loin. Il a encore le DRS, heureusement. Et derrière, on a Grégoire Saucy, qui n'est pas hauteur et qui est plus lent en ligne droite hein, que Oliver Goethe. Alors, Grégoire Saucy se décale, il reprend l'aspiration, et dès qu'il sort de l'aspiration, il est plus lent que Goethe. Alors, les deux pilotes ont le DRS, donc évidemment, ça n'aide pas. Mais Grégoire Saucy manque de vitesse de pointe en fait pour vraiment faire la différence. Dès qu'il sort de l'aspiration, c'est impossible de doubler. C'est compliqué. Compliqué cette première course pour ART en fait de manière générale. Et il y a un drapeau jaune derrière, il y a Tommy Smith qui a perdu une place. Est-ce que c'est ça? Bon, le drapeau vert est très vite agité, mais je crois que c'est Tommy Smith, donc le pilote Van Amersfoort qui est à l'origine de ça. Zach O'Sullivan qui reprend le meilleur sur Christian Mansell. Oh, Paul Aaron, je pense que ses pneus commencent à être très fatigués à Paul Aaron en fait. Hein. Ses pneus commencent à être fatigués, il est en travers de plus en plus souvent. Oliver Goethe aussi, vous me direz. Attention, est-ce que les deux ne la perdent pas au même moment? On va revoir ce qui s'est passé. Donc oui, ça impliquait bien Tommy Smith qui s'est pris une attaque bien osée de Ido Cohen, Hunter-Yeni. Et Dido Meganovic qui commence à prendre un écart voilà, pour la 4ème place et pénalité de temps pour Kylen Frédéric de 5 secondes. Je mate la F3 depuis longtemps. Depuis 2020. Je matais aussi les saisons d'avant, mais moins intensément. Mais oui, je mate la F3 depuis longtemps. Et cette première course, c'est vraiment ce que la F3. C'est un bon début de saison de F3. Beaucoup de safety car, mais on pouvait s'y attendre avec des pilotes aussi jeunes, aussi inexpérimentés, mais quand même de très belles batailles en piste. C'est le championnat où ça double le plus, où il y a le plus de rebondissements. Ça, c'est incontestable en tout cas. Hein. Bon, allez, dernier tour, et Franco Colapinto qui n'a plus le DRS. Maintenant, il va devoir essayer. Oh, wow, par contre, l'écart avec le pilote, avec Caio Collet, 3ème, qui a plus de 5 secondes de Pepe Marty, c'est assez impressionnant. Et Colette qui a aussi un écart de 3 secondes sur Beganovic. Derrière, on a Hugh Barter sur Sébastien Montoya qui prend le meilleur sur Hugh Barter. Attention, les deux pilotes.
Et malheureusement, Montoya qui va passer sur Barter. Je dis malheureusement parce que c'est vrai que j'aime bien. Petite préférence pour Hugh Barter pour l'avoir suivi en F4 française. Mais Hugh Barter qui passe à la porte des points sur le dernier tour. Alors on sait qu'il y a quand même, voilà, il y a Franco Colapinto qui est sous enquête hein, pour ses restarts un peu, voilà, un peu limite. Ouais, 10 tours sous safety car, c'est dur quand tu découvres, mais tu vois la deuxième moitié de course, Solviers, c'est voilà, c'est super sympa à regarder quand même. Ça vaut le coup, je pense que ça vaut le coup d'attendre. Et qu'en F1, en F2 ou même enfin là, voilà en Freca, dans d'autres catégories, on voit pas autant d'action. Ces voitures sont a priori ont l'air d'être un plaisir à piloter, super légères, super agiles et c'est vraiment ça donne un spectacle en tout cas très agréable. Mais c'est vrai que ça peut être un peu gâché par les safety cars alors qu'on voit Juan Pablo Montoya qui a le sourire. Son fils vient d'entrer dans les points, donc il peut avoir le sourire hein, quand même. Il peut avoir le sourire. Et devant, bah, Pepe Marty, incroyable course, très solide. Et voilà, taille patron aujourd'hui, Pepe Marty qui va devenir le leader du championnat. Il a en plus le meilleur tour. Il attaque le dernier virage, il va récolter 11 points. Attention à ne pas se mettre tout seul. Voilà, non, voilà. Très bonne réaccélération et il zigzag pour célébrer sa victoire. Première victoire en Formule 3 de Pepe Marty, le pilote espagnol, protégé d'ailleurs de Fernando Alonso, managé par le pilote espagnol Colapinto Colette. Colapinto, toujours évidemment sous enquête, hein, donc il faudra suivre ça sur Twitter. Colapinto, Colette, Beganovic, Aaron complètent le top 5. Il n'y a pas eu d'accrochage entre les deux. Ils ont été très intelligents quand même. Surtout Paul Aaron qui a eu quand même assez d'intelligence de ne pas s'accrocher avec son coéquipier malgré le fait de se faire dépasser sur la première course. On sait qu'il y aurait pu avoir une grosse bataille d'ego, hein, deux pilotes qui arrivent au même stade d'expérience, qui sont très jeunes, qui sont coéquipiers. Voilà. Oliver Goethe 6ème, eh bien solide le garçon, hein, le pilote sous licence allemande, Grégoire Saucier, le premier francophone, est 7ème, il est suisse, Leonardo Fornaroli 8ème, Johnny Edgar 9ème, Sébastien Montoya complète le top 10 à la 10e position. C'est quoi cette phrase? Ah là là, c'est terrible comme phrase pour finir. Bon, bon. Je pense qu'il y aura quand même il y aura pas mal d'enquêtes après course, hein. Donc le classement risque de bouger. Je pense surtout pour des pilotes comme Bortoleto, comme Colapinto. Surtout, faudra voir surtout quelle est la règle exacte des restarts. Parce que c'est vrai que les restarts comme ça peut être très dangereux. Ça s'est globalement bien passé, j'ai envie de dire. Ça s'est globalement bien passé les restarts très tardifs. Aujourd'hui, il y a certes eu des petits accrochages, mais qui n'étaient pas vraiment de la faute de Franco Colapinto. C'était bien géré. Mais si c'est illégal, bah, peu importe les conséquences de s'il y a eu crash ou pas crash, normalement ça doit être pénalisé. On verra ce que ça donne pour Franco Colapinto qui pour l'instant prend cette deuxième place et voilà, qui est évidemment du coup deuxième au championnat. Bien, c'était une course bien sympathique ma foi, non? Ça a été peut-être un peu compliqué, un peu compliqué le début avec toutes les safety cars, mais c'est une course honnête de F3, hein, je trouve. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les refs? Parce que après, Pepe Marty, j'attendais beaucoup plus Franco Colapinto et Caio Colette. Et Pepe Marty, c'est bien de le voir enfin, enfin au sommet, parce que voilà, j'avais été très impressionné par lui en Formule régionale Moyen-Orient, et il avait totalement disparu en F3. Là, je me dis, bah voilà, peut-être avec plus d'expérience, il est adapté il connaît très bien l'équipe maintenant, il connaît bien la voiture. Bah c'est bien, enfin c'est solide maintenant. Ça reste une course à grille inversée, et il faudra voir maintenant ce que ça donne évidemment demain. On aura Gabriel Emini qui partira en pôle. Il y aura Bortoleto, tout ça, ça va être une grille totalement différente, donc ça va être intéressant à suivre. O'Sullivan décevant, bah, je suis assez d'accord, hein, il partait 18ème à cause de son tour annulé pour Track Limits, et il est remonté que 13ème malgré tous les problèmes de devant. C'est. Bah, c'est pas foufou, c'est pas folichon, quoi, hein. Euh, et surtout quand ces deux coéquipiers rookies, Aaron et Beganovic, sont 5ème et 4ème. Donc ouais, un peu décevant au Sullivan. Euh, C'était sympa, mais Mini est vraiment finito. Alors, Gabriel Mini, évidemment, donc du coup, qui a calé, mais qui
a marqué 2 points hier, on le rappelle. Donc voilà, il a déjà marqué quelques points importants pour le championnat, on le sait. Et surtout, pour lui, tout se jouera demain. Il y a 25 points à aller chercher, il y a la tête du championnat à reprendre, hein, puisqu'il l'avait hier. Donc il faudra suivre ça. Euh, ouais, je suis d'accord que René Rossin, il va se mordre les doigts à chaque course entre Aaron et Beganovic. Bah, c'est vrai que oui, les deux ont toujours été très, très proches l'an dernier. Ils ne se sont jamais accrochés. C'est vrai que ça va être tendu. Et René Rossin, je suis sûr qu'il a pas envie de revivre les mêmes problèmes que lui avait causé Arthur Leclerc quand il s'était accroché avec Oli Berman, je crois, ou Jack Crawford, je me rappelle plus. Mais il s'était accroché avec l'un des coéquipiers Préma. Et ça avait été évidemment très mal vécu. C'est en partie pour ça que Arthur Leclerc n'avait pas été choisi pour monter en F2 chez Prema et qu'il avait dû quitter le giron Prema pour aller chez Dams. Peut-être qu'au final, au vu de sa qualification très bonne, Arthur Leclerc a peut-être fait le bon choix en fait en partant chez Dams. Mais donc voilà, on a fini ce live de cette première course du week-end. Désolé pour, je ne ferai pas d'autres lives sur les autres courses du week-end pour un peu me reposer, pour un peu travailler, mes études aussi quand même. Mais on se retrouvera lundi à 18h30, donc vous pouvez déjà noter ça. Et oui, loser, je sais, j'ai des études. Bah oui, je suis pas un chômeur au RSA. J'ai malheureusement des études. Et donc, je ne peux pas faire que ça. Je ne peux pas que regarder des courses. Mais en vrai, moi, je kifferais regarder juste les courses et commenter. Mais bon, au bout d'un moment, voilà. C'est vrai, ah, Tim, il a une carte de presse, pas moi. Terribles images. Non. Est-ce que je vais pouvoir m'en remettre? Je sais pas. Euh, donc oui, non, je ne vais pas diffuser, je ne vais pas commenter les courses le reste du week-end, mais évidemment, ne vous inquiétez pas, on suivra ça sur Twitter avec une très grande attention, @PercyWolf. Évidemment, je pense que vous venez tous de Twitter, donc je pense que vous me suivez déjà là-bas. Team, un peu de décence enfin, voyons. Euh, mais par contre, du coup, voilà, on se retrouvera lundi à 18h30 pour un débrief de ce premier week-end de Formule 2, de Formule 3. Euh, Premier week-end de Formule 2, Formule 3, il y aura évidemment beaucoup de choses à dire. On parlera, je pense, un peu plus de la Formule 2. On a beaucoup parlé de Formule 3, évidemment, pour cette course, puisque bah, c'était le sujet de la course. Mais il faudra parler évidemment de nos 4 Français qui sont partis extrêmement forts. Évidemment, on rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi le live d'hier, les qualifs d'hier, la pole position avec un écart incroyable. Voilà, Théo Pourchère qui a collé 7 dixièmes et demi à tout le monde. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la Formule 2 depuis la création du championnat en 2017. Exceptionnel. Maintenant, il faut confirmer en course et surtout, il faut confirmer sur le reste de la saison. Faire ça à chaque week-end. On a Victor Martins qui partira aussi deuxième. Donc ça sera super intéressant à suivre. On a la course sprint de F2 qui commencera à 14h15, donc ça sera à suivre évidemment sur les antennes du groupe Canal, avec Anthony Drevet qui est un excellent commentateur et voilà. Et évidemment, petite pub, je crois que c'est à 20h30 si je dis pas de bêtises, vous pouvez voir les amis euh, les amis, il y a Formule Blabla, il y a Team au FIAMG Night Fever samedi soir sur la chaîne de Mick, sur la chaîne Twitch de Mick. Et oui, je ne viendrai pas du coup, puisque voilà, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, mais voilà. D'ici là, nous on se retrouve sur Twitter et on se retrouve lundi soir 18h30 pour débriefer toute l'action de la F2 et F3. Et sur ce, bah, bon week-end à tous et à la prochaine. Salut!